Bonjour à toutes et à tous. Ces mots que vous venez de lire à l'écran ont été exprimés par des personnes vivant en situation de précarité en Nouvelle-Aquitaine ou des personnes auditionnées dans le cadre de l'élaboration du rapport Enrayer la fabrique de la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine, rapport réalisé par le Césaire en 2023. Je suis Charlie Delorme, chargée de mission politique de la ville à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, le centre de ressources sur le développement territorial. Bonjour Laurence. Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Liégeois, responsable du pôle cohésion à PQNA. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui nous découvrent aujourd'hui, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, c'est donc ce centre de ressources sur le développement territorial. Nos missions consistent à accompagner, animer les réseaux d'acteurs du développement territorial à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, à accompagner ces acteurs dans la compréhension et le déploiement des politiques publiques sur leur territoire et tout particulièrement en direction des territoires vulnérables, aussi bien en milieu urbain qu'en ruralité. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la place des personnes en situation de précarité dans les politiques publiques, les projets, les actions qui se déploient sur vos territoires. Et pour bien situer notre propos, on voulait commencer en vous donnant quelques chiffres sur l'étendue de la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Dans notre région, il y a 800 000 néo-aquitains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, d'après les chiffres de l'INSEE, ce qui représente 13,4% de la population régionale en 2023. Mais au-delà de cet indicateur de pauvreté monétaire qui est mesuré par l'INSEE, le Césaire, lui, estime dans cette fameuse étude de 2023 dont Charlie vient de parler, que ce sont entre 2,2 et 2,3 millions de néo-aquitains qui sont en situation de pauvreté ou exposés au risque de le devenir, de devenir pauvre lorsque l'on considère toutes les dimensions de la pauvreté et pas uniquement la pauvreté monétaire. Et donc, on arrive à ce moment-là sur une proportion de 35 à 40% de la population de Nouvelle-Aquitaine qui est exposée au risque de pauvreté ou en situation de pauvreté. Alors, qui sont ces personnes les plus exposées dans notre région? On pourrait rentrer beaucoup dans le détail, mais simplement dire qu'il s'agit majoritairement des personnes âgées de plus de 75 ans et des familles monoparentales en proportion. On pose ces chiffres, Charlie, pour signifier que les personnes précaires sont très nombreuses dans notre région et que cela justifie d'autant plus que l'on travaille et que l'on réfléchisse à la prise en compte de leurs paroles et de leur savoir dans l'action publique. En effet, Laurence, de nombreux acteurs travaillent déjà sur la question en France et à l'international. C'est le cas notamment d'ATD Quart Monde. Et pour venir illustrer ce début de webinaire et notre sujet, nous vous proposons de regarder une courte vidéo réalisée par ATD Quart Monde. Voilà, on vous la passe et on vous retrouve juste après. J'imagine que tu t'en doutes un peu, mais si on veut construire une société plus juste et plus durable pour tous, on va avoir besoin de tout le monde. Alors je nous lance un défi, la construire d'une manière qui ne laisse personne sur le carreau. Parce qu'après presque un siècle de mesures de lutte contre la pauvreté, on a encore 5 millions de personnes qui galèrent tous les jours en France. Que la pauvreté exclut de la société. Alors où est-ce que ça coince? Dans leur immense majorité, ces mesures ont été décidées sans prendre en compte la vie des plus pauvres. Pas étonnant qu'elles ne fonctionnent pas. Mais j'ai la chance de me trouver avec de bien belles personnes du mouvement ATD Quart Monde qui développe une démarche pour relever le défi en croisant les savoirs. Je m'appelle Vincent Verda et tu regardes le blog des gens qui se bougent. Petit constat entre amis, notre société est largement basée sur le savoir. Il y a des sachants, ceux qui détiennent le savoir sur ce que la société est, et de ce savoir découle leur pouvoir. Je sais mieux que toi, donc je décide pour toi. Imagine 2 secondes que tu te pointes à ton rendez-vous chez le médecin et qu'avant même que tu ouvres la bouche, il te balance son diagnostic et te prescrit 2 kilos de paracétamol en suppositoire matin, midi et soir. C'est à peu près ce qui se passe pour les plus pauvres dans ce pays. On nous a tellement dit dans notre jeunesse, à l'école ou autour de nous, qu'on était des cons, qu'on n'apprendrait jamais rien, qu'on ne savait rien, qu'on finit par le croire.
quand tu n'es pas fier d'où tu es, que tu n'as pas les mots pour te défendre, que tu te retrouves face à des gens qui ne savent pas écouter, qui n'ont aucune idée des galères que tu traverses et qui te proposent des solutions qui ne te servent à rien, autant te dire que tes propres solutions pour t'en sortir, tu peux te les mettre avec le suppôt. Fin de l'analogie. Et pourtant, ils en savent des trucs. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est con. On en a un savoir qui vient à nous et que les autres n'ont pas. Donc si vous dites que vous êtes con, ne le croyez pas. Vous n'êtes pas con. Vous êtes intelligent avec votre propre intelligence. Et quand vous pouvez foncer. Voilà. Quand tu es en bas de notre société et que tu regardes vers le haut, tu vois toutes les barrières qui t'empêchent de t'en sortir. Et de cette position, tu en tires un savoir. Un savoir sur la société, sur ses institutions, sur ses préjugés, mais aussi un savoir pratique, de survie, de débrouille, d'entraide. C'est les plus pauvres et les plus exclus qui ont inventé le recyclage avant tout le monde. L'idée, c'est que les exclus, les gens dans la galère, puissent construire leur savoir pour que eux aussi aient du pouvoir. Et c'est ce savoir décalé, décapant qu'ATD essaye de rendre accessible. Sur la méthode d'Atedecarmonde du croisement des savoirs et des pratiques, on vous envoie dans la conversation un lien pour vous rediriger vers une ressource. Quelle est donc la plus-value d'impliquer les personnes en situation de précarité ? Tout d'abord, pour les professionnels et les institutions, cela permet d'améliorer les projets et les politiques publiques dans leur construction et dans leur mise en œuvre. Et puis, pour les personnes en situation de précarité, il s'agit de leur redonner du pouvoir d'agir et une place sur des sujets qui impactent leur vie quotidienne. Mais la participation ne se décrète pas, elle se met en œuvre. En effet, il y a toute une série de conditions à réunir pour que la participation des plus précaires devienne effective. On peut même dire que c'est encore plus exigeant que de mettre en place une participation avec d'autres profils de personnes. Ces ingrédients qui sont nécessaires à une participation effective sont bien identifiés dans la littérature. Alors ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc on vous renvoie, si vous souhaitez approfondir ces éléments-là, sur une ressource que on vous partage actuellement, qu'on va vous partager tout de suite dans le chat. Ces conditions qu'il faut réunir doivent garantir une égalité de statut entre les participants, donc les personnes précaires, et les autres participants du processus de participation. Et on doit veiller à ce que les personnes en situation de précarité soient sur un pied d'égalité avec les autres parties prenantes. Cela implique, on l'a entendu dans la vidéo, de reconnaître que chacun, et les personnes en situation de précarité également, détiennent un savoir dit expérientiel et qu'elles ont la capacité de transformer cette expérience en savoir collectif pour lutter contre la pauvreté. Alors dans ce webinaire, Charlie, on a choisi de mettre en lumière plusieurs expériences, démarches qui sont déployées en Nouvelle-Aquitaine, dans lesquelles les personnes en situation de précarité sont ou ont été les parties prenantes essentielles. En effet, c'est bien le savoir et la parole des personnes précaires qui sont au cœur des 3 démarches que nous allons vous présenter durant ce webinaire. Et dans le cadre de ce webinaire, nous souhaitons approfondir avec vous le sujet des démarches participatives auprès des habitants qui ont des difficultés. Nous souhaitons aussi vous faire découvrir de nouveaux modes de faire pour vous inspirer. Et puis, nous souhaitons vous donner à voir la plus-value qui est générée par cette prise en compte de la parole et du savoir des personnes en situation de précarité. Alors pour faire tout ça, on a convié plusieurs intervenants que tu vas nous présenter dans un instant, Charlie. Simplement un petit détour pour vous parler de vous qui êtes connectés avec nous aujourd'hui. Vous qui nous regardez, vous êtes des élus, des agents de collectivités, des services de l'État. Vous œuvrez au sein d'associations, pour une bonne part d'entre vous, au sein de collectifs ou dans des structures intercommunales, des syndicats ou autres. Vous êtes aussi des acteurs de la santé, on va parler de santé ce matin. Bref, vous représentez la grande diversité des acteurs qui sont concernés par ce sujet, à la fois ceux qui conçoivent les cadres de l'action, ceux qui déploient des projets sur les territoires, et puis aussi ceux qui sont au plus près des populations en situation de
de précarité dans l'accompagnement ou le développement du pouvoir d'agir de ces personnes. On espère que cette webconférence vous nourrira dans votre réflexion et dans votre action. Alors, une petite précision technique avant d'accueillir nos invités. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver l'intégralité de nos échanges sur notre site internet pqna.fr dans les prochaines semaines, avec les différentes ressources qu'on vous aura partagées dans le chat aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous et avec les intervenants par écrit tout au long du webinaire, soit dans l'onglet conversation, soit dans l'onglet questions et réponses Q&R de notre outil Teams. Donc n'hésitez pas, au fil de l'eau, on pourra rebondir sur ce que vous nous aurez partagé. Profitez aussi de cet espace de conversation pour partager vos ressources. C'est aussi un espace de partage qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas. Ce webinaire devrait s'achever vers midi, Charlie. Merci Laurence, merci d'avoir introduit ce webinaire à mes côtés. J'invite maintenant nos 3 intervenants et invités à me rejoindre sur le plateau. Tout d'abord, nous accueillons Caroline Pénon et Christian Bauzet, délégués régionaux du Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées de Nouvelle-Aquitaine. Caroline, Christian, bienvenue parmi nous. Vous nous parlerez un petit peu après de ce qu'est le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées et de vos missions dans cette instance participative. Nous accueillons également Garance Grosso-Poussard, directrice du centre de santé des 3 cités à Poitiers. Bonjour Garance. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de la démarche engagée par le centre de santé des 3 cités de Poitiers et de la place que vous accordez aux personnes en situation de précarité tout au long de votre démarche et dans le fonctionnement du centre de santé que vous dirigez. Et puis nous entendrons à distance, en visio, Jean-Claude Guichenet, chef de service au Césaire Nouvelle-Aquitaine, qui est avec nous du coup à distance, comme je le disais. Bonjour Jean-Claude, vous êtes avec nous. Bonjour. Et pour votre part, vous reviendrez pour nous sur la place donnée à la parole des personnes en situation de précarité dans un rapport réalisé par le Césaire sur la pauvreté que nous évoquions en introduction. Pour débuter ce webinaire ensemble, nous allons revenir sur l'émergence des démarches que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau pour mieux comprendre d'où elles partent et comment est-ce qu'elles sont élaborées. La première démarche sur laquelle nous allons nous intéresser, c'est donc, comme je le disais en introduction, le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées, le CRPA de Nouvelle-Aquitaine. Je le prononcerai comme ça pour la suite. Le CRPA de Nouvelle-Aquitaine, il est porté par la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS Nouvelle-Aquitaine. La FAS Nouvelle-Aquitaine, elle est financée par... oui. Et la DRETS. Et la DRETS, merci pour cette précision très importante. Elle est, du coup, la FAS Nouvelle-Aquitaine est financée à la fois par le Pacte des solidarités, mais aussi par l'ARS. Voilà. Et donc la FAS, c'est un réseau associatif de lutte contre l'exclusion qui regroupe un ensemble d'associations et de structures adhérentes en fonction de leurs besoins. Elle compte 8 salariés qui accompagnent les délégués régionaux dans le cadre de leur mission. Caroline, Christian sont avec nous du coup pour nous expliquer le fonctionnement du CRPA, pour revenir sur cette instance qui permet de représenter, de donner la parole à des situations à des personnes qui sont en situation de pauvreté ou qui l'ont vécu. Mais avant de nous en dire un peu plus sur le CRPA, je souhaitais tout d'abord vous donner la parole sur vous, Caroline et Christian, sur votre parcours de vie et sur ce qui vous a amené à rejoindre le CRPA à un moment donné dans votre vie. Est-ce que Caroline et Christian voulaient commencer là-dessus ? Caroline ? Alors moi, mon parcours de vie, il a été vraiment chaotique.
Et voilà, et je me bats, je continue à me battre pour les violences conjugales. D'accord, c'est le sujet qui vous Oui. tient le plus à cœur et Après, il y en a d'autres, mais celui-là, voilà, il me tient vraiment à cœur. d'accord. Et vous avez rejoint, vous êtes doyenne du CRPA, il me semble. C'est ça, depuis 2010. D'accord. Donc dès que le CRPA Nouvelle-Aquitaine s'est lancé, vous étiez là Oui, dès sa c'est ça. naissance. J'étais là et après, j'ai fait aussi le conseil national, parce que c'est tout un... Vous allez y revenir après, Voilà. ouais, sur les différentes instances. Et vous, Christian? Bon, ben, moi, j'ai eu une vie assez turbulente. Et puis, en 2002, ma femme, j'ai appris que ma femme était atteinte de la chorée de Huntington. Et ça a été très difficile. Au début, j'ai eu quelqu'un qui m'aidait et moi, je continuais à travailler pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, cette personne m'a dit je peux plus. Donc, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris ma retraite et je me suis occupé de ma femme pendant 3 ans. Donc, 24 heures sur 24. Et moi, je voulais pas qu'elle meure. Elle avait 17 ans de moins que moi. Et moi, j'acceptais pas que... Donc, je l'ai amenée à Paris, voir des spécialistes. Je l'ai amenée jusqu'en Suisse. Bon. Et j'ai compris qu'elle voulait plus lutter le jour où elle m'a dit « Je ne reviendrai pas dans ton monde ». Et là j'ai compris. Voilà. D'accord. Donc, je l'ai accompagnée, je l'ai amenée partout où elle voulait. Oui, vous l'avez vraiment accompagné sur sa fin de vie, ce qui vous a amené à... 24 heures sur 24, je vais vous dire, ça a été difficile parce que à 19h le soir, il fallait qu'elle mange. Elle regardait la pendule, il fallait qu'elle mange. À manger, et après elle allait se coucher. À 2h du matin, elle me réveillait, il fallait qu'elle déjeune. À 4h du matin, elle me réveillait de nouveau, il fallait qu'elle déjeune. À 6h du matin, il fallait qu'elle déjeune. Oui. Donc chaque fois, Vous étiez vraiment en situation d'aidant complet et oui. ce qui vous a amené à arrêter toute votre vie par ailleurs et à vous consacrer pleinement à elle. Il n'y avait plus qu'elle qui comptait. Pour moi, c'était ça. D'accord. On m'a dit de l'amener dans des établissements. C'est pas vrai, non, jamais de la vie. Ce serait de l'abandonner et je ne pourrais plus me regarder dans une glace. Voilà. Du coup, c'est vraiment cet événement qui a marqué pour vous Et par la suite, comme j'étais divorcé d'un premier mariage, j'ai revu ma première femme. Et on s'est remis ensemble parce qu'on était toujours restés en contact. Et toutes les deux étaient devenues des amies. Je me suis fait remonter les bretelles parce que je n'ai pas averti qu'elle était décédée. Vous savez, dans ce cas, on ne va pas trop s'étendre. Et 8 mois après, elle est décédée. Et ça m'a... Voilà. Épisode très, très important dans votre parcours de vie, ce deuil qui ensuite vous a emmené à beaucoup de difficultés par la suite. Je me foutais de tout. Oui. Voilà. Ok. Puis après, il y a eu la crise Covid. Qui a été aussi un marqueur dans votre parcours de vie, forcément. Enfermé, voilà, c'est plus une vie. Et de là, à la fin du Covid, à la sortie, j'ai dit, je fous le camp d'ici, je suis parti en Espagne. Et en Espagne, il y a eu la deuxième vague. Là, ça a été un calvaire, l'Espagne. Donc, je suis revenu en France, et ce qui a fait qu'à 76 ans, je pensais retrouver un appartement très facilement. Et la crise Covid avait créé un marasme. Oui. Je me suis retrouvé à la rue. Vous êtes retrouvé à la rue à 76 ans À 76 ans. D'accord. Ouais. Je vous arrête là. Oui. Juste, est-ce que vous voulez dire encore un élément, comme ça on passe à la suite après. Et c'est par un éducateur que j'ai été présenté au CRPA. D'accord. Le fin mot de l'histoire, comment est-ce que vous avez rejoint le CRPA via un éducateur? D'accord, merci beaucoup pour... Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, pas de souci, merci beaucoup pour ce témoignage. Ouais. Justement, on revient sur le CRPA, sur l'origine de sa création. Caroline, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique
du CRPA, de la création du CRPA en Nouvelle-Aquitaine et puis de l'historique national un petit peu. Oui, parce que ça commence par le national. Donc au départ, c'était le CCNPA, donc Conseil consultatif des personnes accueillies, accompagnées ou l'ayant été. Et en 2017, on a fait enlever le C, le deuxième C. De consultatif. Consultatif, puisque quand on était dans les instances publiques, on ne pouvait pas... on avait de la parole, mais on ne pouvait pas voter sur des choses qui nous tenaient à cœur. Donc on l'a pu enlever. Et après, donc c'est le préfet Régnier en 2011, qui est sous la présidentielle de M. Sarkozy, était au Sénat. Et il a dit, mais attendez, il y a des choses qui ne vont pas. On ne peut pas prendre la place des personnes concernées. Du coup, il faut les concerter. Et c'est comme ça qu'a été créé, donc après le CRPA en région, pareil, c'était le CCRPA aussi. On a pu enlever tout ce qui était consultatif pour qu'on puisse voter. Avoir une voix, porter la voix des porter personnes la voix, et pas juste voilà. être consulté. Voilà. D'accord, c'est très important. C'était pas notre intérêt d'être consulté. On voulait vraiment participer au vote et oui. Et tout. D'accord. Merci pour ce petit historique sur le CRPA. Garance, je me tourne désormais vers vous sur le centre de santé des Trois-Cités à Poitiers, qui est dans le quartier politique de la ville des Trois-Cités. Comment est-ce que le centre de santé des Trois-Cités s'est créé ? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette démarche, cette initiative qui a débuté avec les habitants et sur l'historique de sa création ? Alors, elle a démarré un peu plus qu'avec les habitants, elle a démarré par les habitants et elle est encore aujourd'hui le fruit du travail d'un groupe de personnes, citoyens, patients, habitants du quartier, de la ville, en tout cas qui ont envie de s'investir et de porter un peu la voix et de prendre une part en tout cas décisionnelle dans leur parcours de soins. Le centre de santé des Trois-Cités, c'est le fruit du travail d'un groupe d'habitants et d'associations du quartier des Trois-Cités. En 2006, il y a un premier projet de rénovation d'un gros bâtiment HLM d'un bailleur public et les habitants découvrent ce projet dans la presse. Et ils ont envie d'être associés à ce changement de leur espace de vie, de là où ils évoluent, et donc ils se mobilisent, accompagnés par la CLCV, qui est une association de locataires, et ils décident de mener une première enquête sur les besoins du quartier des Trois-Cités pour essayer de faire en sorte que ce projet de rénovation il serve à la résolution de tout ou partie de ces besoins. De cette première enquête ressortent des besoins en santé dont ils vont s'emparer, et donc ce groupe de femmes majoritairement ouvrières et retraitées, accompagnées par le centre socioculturel et quelques associations, va se mobiliser sur presque 10 ans. Ils vont réaliser un diagnostic territorial de santé, donc ils vont faire les enquêtes en porte-à-porte sur les habitants du quartier. Ils vont travailler en lien avec un cabinet d'expertise pour vraiment réaliser ce diagnostic. Et en 2013, ce diagnostic, il ne montre pas qu'on manque de médecins sur le quartier des Trois-Cités. Mais il montre qu'il y a quand même des indicateurs de santé qui sont assez négatifs, notamment sur les pathologies chroniques, mais aussi des difficultés d'accès par la polyprécarité des gens. Des difficultés d'accès par l'argent, la langue, les difficultés de transport, les conditions de vie des différents foyers. Et donc, ils décident vraiment de se concentrer sur ces difficultés-là, et de, on peut dire, prendre leur revanche sur un système de santé, parce que c'est des choses qui avaient été déjà dites à l'époque dans la presse, en tout cas se réapproprier leur espace de soins et leur parcours de soins en créant une structure qui est le centre de santé des Trois-Cités. Le centre de santé des Trois-Cités, il ouvre ses portes en décembre 2015, donc on est presque 10 ans après le début du projet, en tout cas l'annonce de la rénovation du bâtiment. Et il est le fruit à la fois d'un crowdfunding, de la mobilisation des habitants, qui crée une association qui s'appelle l'Association de gestion du centre de santé des Trois-Cités, et de leurs efforts pour rechercher des professionnels qui ont envie de travailler avec eux. En 2015, il y a 2 médecins généralistes qui ouvrent l'établissement. Et cet établissement, comme tous les centres de santé, il reste géré par un organisme à but non lucratif.
en l'occurrence l'association de gestion du centre de santé des Trois Cités, qui est composée donc de 18 membres au conseil d'administration, 9 représentants individuels, citoyens, patients ou personnes qui vivent sur le quartier et qui a envie d'investir cette question, et 9 représentants de structures, représentants moraux, donc qui vont être soit les associations qui ont accompagné la création du projet au départ, soit des associations qui ont un rôle important sur le quartier. La dernière association à avoir intégré le CA, c'est l'Entente sportive, donc c'est le club de foot du quartier des Trois Cités, qui a un rôle assez important, notamment dans le lien avec la jeunesse. Ok, merci beaucoup. Donc cette présentation un peu de la création du centre de santé, ça permet de revenir sur le fait que c'est une démarche qui a vraiment été initiée par la mobilisation des habitants, et puis qu'il y a aussi une alliance entre différents professionnels sur le sujet et des habitants du quartier et qui se sont mobilisés. Merci pour ce retour. Jean-Claude Guichenet, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes avec nous du coup en visio, pour rappel. Vous êtes chef de service au Conseil économique, social et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine. Le Césaire de Nouvelle-Aquitaine, c'est une institution qui est placée aux côtés du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et qui regroupe différents membres dont l'objectif est de formuler des recommandations et des propositions au pouvoir public pour améliorer l'action publique menée par le Conseil régional. C'est donc un outil de consultation qui se veut représentatif de la diversité de la société civile. En 2021, le Césaire s'est saisi du sujet de la pauvreté avec une approche ambitieuse et innovante qui fait appel à une méthodologie spécifique. Vous allez y revenir. Cette méthodologie, elle vise à interroger et à recueillir la parole de personnes en situation de pauvreté et à les interroger sur leurs conditions de vie. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce rapport et notamment sur la construction de ce rapport, la méthodologie qui a été employée pour l'élaborer et sur le contexte de création de ce rapport? Oui, bien sûr. Alors, merci et je salue, tant que j'y suis, Christian, qui a contribué à notre travail. Comment dire? Le travail a démarré en 2021, mais en fait, il avait démarré dès 2018 en phase de réflexion, et on retrouve derrière l'initiative de ce travail les représentants de la Fédération des acteurs de la solidarité, de la FAS, qui ont effectivement été les premiers à sensibiliser notre Assemblée dès 2018 sur la problématique de la pauvreté. Si on a tardé à ouvrir le chantier, c'est que bien évidemment, il y a eu la crise Covid qui est très vite arrivée. On finissait à peine un premier travail de l'Assemblée qui s'était mis en place à l'époque en 2018 sur une nouvelle mandature. Et après la crise Covid, on a remis en chantier ce travail-là sur la pauvreté. Alors, on n'a pas voulu le faire en rapport innovant, hein, je vous rassure de suite. Ce qu'on a voulu, c'est faire un rapport aussi utile que possible. Pour nous, l'utilité, elle s'entendait de différentes manières, mais surtout de la manière qui consistait à dire à quoi sert de faire un rapport de plus sur une question, la pauvreté, sur laquelle tout un tas d'institutions, d'acteurs, de chercheurs publient, si c'est pour redire absolument la même chose et sans surtout considérer la parole et l'expérience de celles et ceux qui en sont les plus directement concernés et qui sont les plus directement aussi confrontés à ces situations-là. Donc, le point de départ pour nous de ce travail-là, même si on a bien évidemment entendu tout un tas d'acteurs, d'experts, d'institutionnels, l'un des points cruciaux pour nous de ce travail, c'était de procéder effectivement au recueil d'une parole qui était celle des personnes les plus directement concernées par des difficultés de vie que l'on peut traduire sous le terme de pauvreté. Pour ce faire, on s'est heurté bien évidemment à un problème de méthode. Comme vous pouvez le deviner, on ne voulait pas faire de sondage, on n'en a pas les moyens. Hein. Ça demande des très gros moyens, ni d'enquête lourde, ça demandait à la fois des moyens et beaucoup de temps. On n'avait ni les moyens ni le temps.
L'idée, ça a été de constituer des focus groups, ce qu'on appelle des groupes de parole, en fait, en lien avec des structures, des associations, des centres communaux d'action sociale, qui, parmi les personnes qu'elles reçoivent et qu'elles accueillent, avaient proposé de participer à un travail de réflexion et de discussion. Pour nous, il ne s'agissait surtout pas de demander aux personnes de nous refaire leur récit de vie. Elles ont l'habitude de le faire peut-être parfois un peu trop. Toutes les institutions leur demandent de se justifier pour telle ou telle raison et de raconter leur parcours. Pour nous, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de discuter avec elles sur la manière dont elles percevaient l'état de la société, les difficultés qu'elles percevaient dans la société. Et bien évidemment qu'elles prenaient part à cette parole-là collective en fonction et à partir de leur propre expérience. On a été, et je parle sous contrôle aussi de Christian qui a participé, on a été un peu surpris. Quand je dis un peu surpris, c'est un euphémisme d'ailleurs. On a été agréablement, et ça a été pour nous une expérience assez particulière parce qu'on avait prévu de faire des entretiens avec des focus group de 4 à 5 personnes sur des entretiens d'1h30, 2 heures. On y a passé plus souvent 3 heures, 3 heures et demie, parce qu'il y avait effectivement une vraie prise de parole et sur tout un tas de sujets en tirant les fils avec les personnes. Et ça a été pour nous très enrichissant. Et c'est précisément à partir du recueil de cette parole-là et de ces paroles dans leur pluralité sur différents lieux en région que nous avons construit le rapport. C'est-à-dire que grosso modo, le rapport est clair sur un certain nombre de thématiques. Ces thématiques-là ont été effectivement, sont issues de la parole des personnes elles-mêmes. Donc autour du travail, autour du logement, autour des déplacements, autour de l'accès aux droits. Voilà, c'est surtout autour de ces thématiques-là. Et enfin, pour finir, on a voulu un petit peu mettre un petit peu d'épaisseur aussi à la statistique. La statistique est un terme très très froid. On nous parle de taux de pauvreté, vous l'avez évoqué au début de ce webinaire. Le taux de pauvreté est un indicateur utile pour les statisticiens et les institutionnels. Il n'exprime absolument rien du point de vue de la réalité des vies des personnes concernées. On n'a rien inventé, hein. On est parti des travaux qui sont ceux du Conseil national de lutte contre la pauvreté, qui s'appuient sur des budgets de référence. En tous les cas, les budgets de référence, c'est ni plus ni moins que quel est le niveau de ressources absolument nécessaire pour une famille, pour une personne, pour vivre à peu près décemment dans notre société, avec le minimum du minimum. Et c'est à partir de ce calcul-là et de cette donnée-là qu'on a essayé, effectivement, avec les services de l'INSEE en région, d'avoir une idée de ce que cela représentait, d'où le chiffre de 2,2 à 2,3 millions de personnes concernées par une situation ou un risque très sensible de pauvreté, ou en tous les cas de pauvreté ressentie, c'est sûr. Voilà, donc sur la méthode, encore une fois, hein, focus group, des groupes de 4 à 5 personnes, pas de récit de vie, mais invitation à une prise de parole sur des sujets de société qui préoccupaient les personnes que nous avions effectivement en face de nous. D'accord, merci. Donc finalement, ces groupes de parole, ils ont montré, c'est un petit peu une traduction du fait de pouvoir transformer la parole des personnes en situation de précarité en savoir sur des sujets qui les concernent quotidiennement. Tout à fait. Est-ce que si je pouvais rajouter une dernière chose Bien sûr. Paraît capitale, c'est que l'objectif, c'est pas que les personnes prennent la parole. Ça, c'est une nécessité. C'est le b.a.-ba. Mais l'objectif, c'est bien que cette parole soit à la fois entendue et soit aussi prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Donc, c'est pour ça que, effectivement, mettre en place des dispositifs de dialogue aussi
performant soit-il, ça ne sert à rien si c'est au bout du compte pour ne pas tenir compte de ce qui est dit par les personnes concernées. Oui, merci pour cette précision. Est-ce que vous pouvez aussi revenir un petit peu sur finalement les enseignements et les recommandations qui ont été élaborées par ce rapport? Je dirais pour nous, l'essentiel portait sur le fait que toutes les politiques publiques qui, peu ou prou, ont pour intention, je dirais, de mieux insérer dans notre société des personnes qui sont éloignées en tous les cas des dispositifs habituels. Il faut faire l'effort d'aller vers ces personnes et de construire avec elles des dispositifs qui soient en capacité de répondre à la réalité de leurs besoins. Je ne vais citer qu'un seul exemple puisqu'on l'évoque dans le rapport, mais par exemple, tout ce qui se passe autour des territoires zéro chômeur longue durée. Alors, c'est plus ou moins variable selon les territoires, mais en tous les cas, me paraît constituer effectivement dans le domaine du travail, une des solutions qui a des résultats assez probants de ce point de vue-là, tout comme construire, je dirais, essayer de faire en sorte que des personnes s'y repèrent dans le maquis administratif qui leur est imposé pour justifier de l'accès à tel ou tel droit. Tout cela devrait pouvoir se faire, je dirais, de manière assez intelligente avec les personnes en question, ne serait-ce que pour faciliter la compréhension de ce qui leur est demandé, que ce soit sur Internet ou sur du papier, faire en sorte que ces choses-là soient assez intelligibles. Et donc là, il y a des mécanismes qui permettent de faire évoluer ou en tous les cas d'améliorer les choses. Il y a des solutions qui sont plus difficiles à mettre en œuvre parce qu'elles demanderaient des réformes structurelles absolument colossales. Si je prends ne serait-ce que la question du logement, qu'évoquait tout à l'heure Christian, on voit bien aujourd'hui que le problématique du logement, on a dans notre région à peu près 125 à 130 000 personnes en attente de logement social qui ne sont pas déjà dans le logement social. Si je ne prends que ce chiffre-là, par exemple, ça donne aussi la mesure de la réalité des besoins de personnes qui ont des moyens relativement limités, qui ont des difficultés pour se loger, ou en tous les cas pour lesquels le logement représente une telle charge contrainte dans leur budget qu'elles sont obligées de se priver de repas. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui seraient peut-être faciles de faire pour améliorer la prise en compte des dispositifs, ou bien le message essentiel pour nous en tous les cas consistait à dire si vous avez des politiques publiques à destination de personnes que vous jugez en difficulté dans tel ou tel registre, essayez de faire au maximum en sorte que ces politiques ou que ces dispositifs soient élaborés en concertation, en discussion avec celles et ceux auxquels c'est destiné. Et par exemple, quelles seraient les recommandations faciles à mettre en œuvre? Ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire grosso modo, si on doit élaborer des dispositifs publics, par exemple un dispositif public qui vise à améliorer l'accès à des ressources administratives, etc. Aujourd'hui, tous les dispositifs d'accès à des aides sont soit pas connus, soit pas clairs, soit compliqués. Voilà, donc tout ça, ça peut être facilité. Il y a des techniques et c'est surtout une pratique au départ, mais encore faudrait-il que certaines administrations acceptent d'ouvrir leurs portes, je le dis comme ça, ou en tous les cas qu'il y ait un petit peu plus d'humanisation dans certaines procédures administratives d'accès au droit, mais c'est pas très compliqué, ça demande simplement, je dirais, de faire l'effort d'expliquer aux personnes et de traduire de manière la plus simple et la plus accessible possible sur le papier ou sur Internet, la nature des démarches à réaliser, etc., et dans un jargon, dans une formulation qui est soit compréhensible de toutes et tous au départ. Merci. Et ce que vous dites me fait penser au fait que le CRPA est un outil de traduction qui permet Absolument. de faire le relais entre parfois les administrations et des personnes en situation de pauvreté. Ça me fait penser à la dernière assemblée plénière du CRPA, on y reviendra après. Je vois juste dans la conversation une petite question par rapport à la méthodologie du focus group. Du coup, le focus group, c'est une méthode d'enquête qui consiste
très clairement à réunir un certain nombre de gens, 4-5 personnes, un groupe de discussion pour échanger et pour produire de la donnée sur l'enquête ou le contenu qui va être réalisé. Jean-Claude, vous voulez ajouter un élément là-dessus ou... Alors, pour produire de la donnée, oui, c'était pour recueillir une parole surtout. Qualitative. Produire de la donnée, non, voilà, c'est du qualitatif, ça n'a aucune prétention à faire de la statistique ou de l'exhaustif. C'était, je dirais justement pas, tout au contraire, notre objectif. Hein. Donc, il s'agissait surtout pour nous de recueillir une parole qualitative, en tous les cas, d'essayer d'instaurer ce dialogue-là en petits groupes. Parce qu'il nous semblait que plutôt que d'avoir des entretiens individuels, que la démarche collective, de discussion collective était plus riche et plus enrichissante aussi bien pour nous que pour les personnes qui y participaient. Que ce ne soit pas, je dirais, simplement une discussion en bâton rompu entre deux personnes ou en vis-à-vis, mais qui est vraiment des discussions croisées. Et ça, c'était le plus intéressant pour nous. Après, bien évidemment, que ce type de technique-là, il ne faut absolument pas rechercher une représentativité statistique en aucune manière, que c'est rempli de biais, parce que bien évidemment que les personnes qui sont venues au focus group sont celles qui voulaient bien venir. Donc il y avait des dispositions pour venir, qui étaient d'accord pour participer à ce travail. Ça veut dire qu'il y a une partie des personnes qui n'étaient pas forcément, qui avaient peut-être des choses à dire, certainement des choses à dire, mais qui, pour X et X raisons, préféraient ne pas ou n'ont pas voulu. Ça se comprend tout à fait, mais voilà, il y a ce biais-là. Il y a le biais aussi sur le fait que, bien évidemment, c'est des structures qui étaient notre interface, qui ont été chercher les personnes, etc. Donc, ces structures-là, bien évidemment, par ce prisme-là, ça traduit un biais aussi. Malgré tout, on a eu une très grande diversité de personnes, hommes, femmes, personnes, je dirais, d'origine étrangère, parfois migrants, des gens qui étaient en situation d'extrême pauvreté, avec des parcours de vie un peu cassés, difficiles, mais en tous les cas, c'était dans tous les cas des parcours un peu compliqués, ou des personnes qui avaient eu auparavant des parcours de vie, je dirais, tout à fait remarquables, on pourrait dire même ça comme ça, et qui par la suite d'accidents de vie se sont retrouvés, je dirais, au fond du seau, comme on dit, et avec des difficultés absolument insurmontables pour eux. Donc, je dirais une très grande diversité de parcours. Mais l'intérêt, c'est effectivement de s'apercevoir que, à partir de leur expérience, ces personnes, il y avait une très grande richesse, y compris dans la manière d'analyser les choses, dans la manière de se projeter, une très grande richesse de paroles. Et en tous les cas, c'était pour nous une expérience. Ça a été pour nous une expérience très, très riche, et je pense que ça serait tout à fait positif que de reproduire ça pour l'élaboration de politiques publiques, ce type de démarche-là. Je dirais, l'élaboration d'une politique publique, ça doit prendre ce temps-là, en tous les cas, pour des politiques qui intéressent des publics en situation de difficulté. Je pense que c'est une méthode qui est tout à fait appropriée et bienvenue, dans la mesure où elle permet de co-construire des choses. Et on sait que c'est possible avec d'autres acteurs, la co-construction de politique publique, pourquoi pas avec ces personnes en situation de difficulté. Ok, merci beaucoup. Christian, je vous invite à réagir, puisque Christian, vous avez participé à ce rapport, à ces groupes de discussion. Est-ce que vous souhaitez réagir ou nous faire part de votre expérience ? Non, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit. Mais c'est les professionnels qui sont en face de nous. Déjà, mais qu'est-ce qu'il va me raconter ? Qu'est-ce qu'il va me raconter ? On est considéré déjà. Vous avez l'impression que... L'impression, c'est pas une impression, je l'ai ressenti. Moi, j'ai eu affaire à une assistante sociale qui un jour m'a demandé de faire une lettre. Elle faisait un dossier, parce que quand on est à la rue, on est incapable de faire des dossiers. Et on ne peut pas les faire. C'est impossible. Il faut qu'on passe par un travailleur social. Voilà. C'est comme ça.
Et quand je lui fais ma lettre, elle prend ma lettre. Et pourtant, ça faisait 2 ans qu'on se voyait. Et elle me dit, « Oh, mais vous savez écrire ?» Ça a été, vous l'avez vécu. Non, mais elle me l'a dit en passe. Elle n'a pas pris de gants. Elle me dit, vous savez écrire. Je l'ai regardé. Je ne m'avais jamais demandé si je savais écrire. J'ai pas voulu insister parce que j'aurais été violent. Et les gens, on nous appelle les invisibles. On n'est pas les invisibles. On est des gens qu'on ne veut pas voir. C'est totalement différent. On nous écoute parler, mais et dans le cadre on ne nous entend pas. Des groupes de discussion, est-ce que vous êtes senti écouté ? Le Césaire, ça a été très riche en discussion, justement, parce que on a tous des vécus différents, des expériences différentes. Oui. Et on se complète. Tiens, toi, tu sais pas ça, mais moi, je sais ça. Je te transmets ce savoir, tu me transmets ce savoir. Et c'est cet échange-là qui est formidable. Et c'est vrai que le rapport du Césaire, moi, c'est mon livre de chevet. Je l'ai là. Et j'ai toujours avec moi. J'en parle toujours. C'est vrai, quand il a été présenté, ce rapport, à la fin, j'ai dit... Parce que, croyez-moi, on me l'a remis, je l'ai lu de la première page à la dernière. J'ai dit, c'est formidable. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Et aujourd'hui, personnellement, pour les gens qui sont à la rue, eh ben, je n'ai pas vu de changement, malheureusement. Et ça, il faudrait que les politiques nous écoutent un peu. Merci Christian pour ce retour. Jean-Claude, j'en profite du coup pour vous poser la question de comment est-ce que ce rapport a été reçu une fois après avoir été publié. Comment est-ce que vous l'avez diffusé? Quels ont été les retours? Est-ce que certaines choses ont été mises en place? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors, oui, mais on est très conscient en Césaire que nous avons parfois un rôle qui se caractérise par un résultat pour nous qui est celui de la frustration. Ceci étant dit, depuis 2023, c'est-à-dire depuis la sortie du rapport, nous avons convaincu le conseil régional d'inscrire la thématique des solidarités et du social dans sa feuille de route Néo-Terra numéro 2 qui a été adoptée en 2023-24 de façon à ce qu'on puisse déjà, à travers les politiques du conseil régional, qui n'est pas forcément la collectivité la plus directement concernée par le registre social, mais nous avons fait comprendre au conseil régional que la plupart des politiques qu'elle conduisait pouvaient avoir une dimension sociale, que ce soit dans l'accès au transport, par exemple. En matière économique, je vous ai parlé de territoire zéro chômeur longue durée, en tous les cas des démarches qui permettent d'accompagner des personnes vers le travail en simplement faisant l'effort de comprendre quels sont leurs souhaits et quelles sont leurs ressources et de faire en sorte qu'elles soient en capacité d'exprimer ces ressources-là. Donc, il y a des choses, des messages qu'on a réussi à faire passer. Vis-à-vis de l'État, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on voit bien aujourd'hui quelle est la difficulté. En tout état de cause, pour nous, le travail se poursuit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une fois que nous avons livré un rapport que le travail est terminé. Nous continuons à suivre ce travail-là, notamment dans les préconisations qu'il a formulées, de façon à ce qu'on puisse, à travers d'autres travaux, on en a un en cours actuellement, précisément, qui va démarrer là, sur la question démocratique. Et le président du conseil régional a saisi notre assemblée il y a quelque temps de la manière dont on pouvait tirer parti, en tous les cas, qu'est-ce qu'on pouvait
extraire des cahiers de doléances au moment des Gilets jaunes en 2019 pour effectivement améliorer les politiques publiques. Et quant à nous, nous allons effectivement continuer sur cette voie-là pour essayer justement de creuser la question de comment on améliore les mécanismes de dialogue précisément entre pouvoir public, société civile organisée, citoyens, pour construire des politiques publiques en mettant un petit peu à l'épreuve aussi des politiques impulsées par le Conseil régional. Donc pour nous, le travail se continue. On a fait un zoom sur la question de la pauvreté, mais pour nous, le travail il est plus large. Il a à voir, je dirais, dans ce que disait Christian. C'était très net pour les personnes en situation de difficulté. Mais je crois qu'il faut absolument continuer sur ce chemin-là de dire comment on s'inspire de l'expérience, du vécu, qui est une forme d'expertise aussi, des personnes que vis-à-vis desquelles on destine soi-disant des politiques publiques à leur bénéfice. Mais parfois, c'est des politiques publiques qui s'imposent aux personnes sans forcément qu'on ait demandé à celles-ci ce qu'il en était au juste de la manière dont elles le recevaient, dont elles étaient en capacité effectivement de rentrer dans ces dispositifs. Voilà, pour nous, il y a quand même une vraie difficulté pour les personnes en question. C'est que, Christian l'a évoqué tout à l'heure, c'est quel que soit le guichet où vous arrivez, vous avez à chaque fois des guichets. Pour chaque problème de vie, le travail, l'emploi, le logement, etc., la formation, vous avez à chaque fois un ou plusieurs guichets. Et qu'à chaque guichet, il faudra compter la même histoire, prouver de A à Z que vous êtes en difficulté, et quelle difficulté, et ensuite prouver que vous pouvez rentrer dans les clous et que vous cochez bien les cases. Ça, c'est pas de l'écoute, ça c'est... on va dire c'est de la mécanique administrative, mais c'est surtout pas de l'écoute des personnes. Peut-être qu'il faudrait inverser les choses, ne serait-ce que pour qu'on fasse aussi, à un moment donné, la preuve et l'expérience de l'efficacité des politiques publiques. Ça passe par le fait que les personnes auxquelles elles sont destinées soient effectivement les plus directement concernées. Je vous remercie Jean-Claude. Donc, si je comprends bien, ce travail issu du rapport se poursuit. Vous continuez à mobiliser les pouvoirs publics et à avancer sur ces travaux. Je vois une question de Sébastien Roussel dans la conversation. J'espère que les éléments que vous avez donnés ont pu un petit peu répondre aussi à comment est-ce que vous vous mobilisez et comment vous pesez sur la construction des politiques publiques. Je vous remercie, Jean-Claude Guichenet, pour cette présentation du rapport. Je crois que malheureusement, vous allez devoir nous quitter parce que vous êtes en pleine organisation de l'assemblée plénière, de la session plénière du Césaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter cette démarche très intéressante qui est le rapport Henriet, la fabrique des politiques de la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je vous remercie, Jean-Claude Guichenet. Merci à vous. Et puis, si jamais il y a des questions, une fois que j'aurai quitté ce webinaire, effectivement, j'y répondrai en différé si vous me les transmettez. En tous les cas, le rapport est accessible sur le site internet du Césaire en accès libre. Merci à vous pour votre écoute. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. De notre côté, on poursuit ce webinaire. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant au fonctionnement et à l'organisation des démarches que vous avez commencé à présenter. Caroline, Christian, pour vous, le CRPA de Nouvelle-Aquitaine, et puis Garance, le fonctionnement du centre de santé des Trois Cités et ce que vous y faites. Du coup, Caroline, Christian, en tant que délégué régional du CRPA, vous avez plusieurs missions. Vous avez un mandat et dans le cadre de ce mandat, vous avez plusieurs missions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre rôle de délégué régional et vos missions ? C'est toi qui interviens ? Oui, si tu veux, ça m'est égal. Alors du coup, on intervient quand on est délégué, on intervient dans les commissions d'ALLO, dans les commissions d'AO, au PDLHPD,
Enfin, c'est que des sigles. Hein. Alors, me demandez pas toute la traduction parce que là. Plan logement, hébergement Et d'urgence. comme ils sont toujours en train de changer les sigles, Oui. donc voilà. Vous voulez la liste? Ouais, Oui, Christian a la liste. d'accord. Oui. Donc, vous siégez aux commissions des pouvoirs publics. Oui, D'accord. en Vous avez général, une fois par mois. une fois par mois en général, d'accord. Pour représenter la voix des personnes en situation de précarité ou qui l'ont vécu. Oui. D'accord. C'est ça. Et puis on nous demande aussi d'intervenir dans certaines conférences, dans certaines réunions. D'accord. Donc alors, vous représentez aussi dans ces moments-là la parole et... Moi j'ai travaillé avec la plateforme VIP, Vieillissement et Précarité de Grenoble. D'accord. Et j'ai été invité par cette plateforme au siège d'Emmaüs à Paris en tant que formateur pour l'accompagnement en fin de vie. Voilà, puisque bon, j'ai ce vécu que j'ai pu D'accord. Donc vous êtes relais et... parler de la mort. Voilà, parce que quand on parle de la mort en France, ne parle pas de ça. Tu vas porter malheur. Oui, mais malheureusement, il faut y penser et prévoir ce qu'on veut pour la fin. D'accord. Donc vous intervenez sur ces sujets-là. Donc j'interviens, moi j'interviens également sur ces sujets-là. D'accord. Pareil, pour avoir été au Haut Conseil du travail social, on a pu enlever le mot usager. Parce c'est pas un mouchoir qu'on prend puis qu'on jette. Le mot usager est juste resté pour la dictologie. D'accord. Parce que c'est eux qui l'ont choisi. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça questionne la question du langage utilisé, des termes, du fait que les mots ont un sens et qu'ils sont importants. Et donc vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans sur la construction des termes utilisés pour parler de ces sujets-là. Mais c'est pareil pour bénéficiaire aussi. Voilà, bénéficiaire. Vous êtes bénéficiaire du RSA. Voilà. Vous parlez d'un bénéfice. Vous préférerez toucher un salaire et aller au travail. Oui, donc vous intervenez sur ces questions-là. Voilà. Vous avez d'autres missions aussi. Je pense à l'organisation des... Organiser des plénières. Ouais. Et on organise 4 plénières par an. Ouais. C'est les assemblées plénières du CRPA, Du CRPA. de Nouvelle-Aquitaine. Donc 4 par an, ok. Par an, dont sont invités, alors quand on a une plénière, sont invités des intervenants professionnels qui vont expliquer sur le thème qui a été choisi. Oui, chaque assemblée est thématisée à une thématique particulière. Ouais, Par exemple, le 30 septembre à Bayonne, c'était l'accès au droit, dans la domiciliation. Oui. Le 2 décembre, c'était à Bordeaux, l'accès aux administrations. Et donc là, par exemple, qui était invité durant cette assemblée? Donc il y avait le directeur de la région Aquitaine de France Travail. Il y avait 2 personnes de la CAF. Et il y avait une personne de la CPAM. D'accord. Et donc ces personnes, elles sont venues... Elles sont venues là pour expliquer pour les démarches, ce qu'il fallait faire. Voilà. Présenter comment accéder à leur service. Comment accéder à leur service, qui maintenant venait d'être fondé de l'allée vert, donc il y avait des personnes physiquement présentes, parce que faire tout par Internet, des fois on est fâché avec Internet parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas s'en servir. D'autres fois, c'est parce qu'on n'a pas. Voilà. Il y a des personnes qui ont un téléphone, oui, c'est un TU. Donc, la thématique de l'accès au droit, l'accès aux services publics, la lutte du coup contre le non-recours à ces institutions. Et donc, alors, pour l'organisation d'une plénière, d'abord, on a décidé de la date, on fait un copil pour savoir que les délégués qui animeront, d'autres qui feront la grille café. Oui, parce que du coup, c'est vraiment les délégués du CRPA qui organisent, qui préparent, qui animent le jour des assemblées. Et la veille, on vient pour aménager la salle. Voilà. Le lendemain, c'est la plénière, donc on fait notre travail. Et à la fin de la journée, on demande un coup de main
pour plier tout, et tout ranger, et tout nettoyer pour rendre les salles en état. D'accord. Ça nécessite un vrai travail. Enfin, c'est important quand même le temps que vous y passez, j'imagine, sur cette organisation, ces préparations. Oui, ça prend du temps, il faut s'investir. C'est un vrai investissement et un vrai engagement. On a notre chargé de mission qui recherche les salles. Bon, mais des fois, par les contacts qu'on a eus, on a la chance d'avoir une relation. Donc, on s'adresse, on trouve une salle, on lui dit, ben voilà, il y a une salle là à tel endroit. Parce que, bon, les plénières, ça coûte de l'argent. Parce qu'il y a l'accueil café, le repas de midi qui est offert. Il y a toujours une 50aine de personnes qui sont présentes. Oui. Et justement, sur la composition des participants qui sont présents, comment ça fonctionne? Il y a 2 tiers, un tiers de professionnels et 2 tiers de personnes accompagnées. Et vous veillez à ce que cette répartition soit... Oui. Oui. D'accord. On veille au maximum à ce que cette personne, à ce qui est ce quota. Voilà. D'accord. Moi, je vois une troisième mission que vous avez aussi. C'est le fait d'aller dans les structures et d'aller parler aux personnes en situation de pauvreté. On va présenter le CRPA dans des structures. Voilà, quand ils nous invitent. Voilà. Par exemple, quand on forme également des CDPA, des conseils départementaux. Oui. Des personnes accueillies, accompagnées. Oui, parce que la région, elle est tellement grande. Il y en a un à Poitiers, d'ailleurs. On n'est que 9 qui fonctionne très bien. Et là, on est en train d'en créer un deuxième. On a participé à la formation des délégués. Et là, on est en train d'en créer un en Dordogne. Oui. Donc, le 16 décembre, on va présenter les délégués qui étaient là, présenter leur projet oui, donc ça vous prend aussi du temps. Aux politiques. Donc, créer de nouveaux relais du CRPA, étant donné le côté vaste de la région, pour pouvoir venir en relais des CRPA. Je vais vous dire, on est 9 délégués. Oui. Sur toute la région, vous êtes 9 délégués régionaux. Pour la région. Et actuellement, malheureusement, on a 3 absents. Voilà. Un Christian qui est atteint du cancer, donc qui suit... il peut pas venir. Donc là, vous êtes que 6. Donc on n'est plus que 6. D'accord. 6. Sur toute la région. D'où la création des CDPA, donc des conseils départementaux. Les CDPA, ça fait longtemps qu'on en parle. Seulement, c'est toujours pareil. Le nerf de la guerre. Les finances. Voilà. Donc, oui. Donc vous êtes en cours avec la FAS. Alors trouver des financeurs, c'est pas évident. Et voilà. D'accord. Bon, merci. Du coup, c'est pour ça que moi je disais que pour la crise du logement, on devrait créer le télétoit. Le télétoit? Ben oui, on a le télétoit. Pourquoi pas créer le télétoit? Puisqu'il faut trouver des finances. Bon, merci à vous deux d'être venus sur cette émission. Du coup, si je résume, je dirais que vous avez peut-être 3 missions principales. Aller parler aux personnes en situation de pauvreté pour leur expliquer ce qu'est le CRPA, les inviter à rejoindre l'instance, et puis aussi leur parler de tout ce que vous pouvez voir et des acteurs que vous pouvez aussi, avec qui vous pouvez être en présence. Vous représentez la parole des personnes en situation de précarité auprès des pouvoirs publics en siégeant dans des commissions, et vous organisez des assemblées plénières sur une thématique, plusieurs par an, pour parler de différents sujets et faire venir des professionnels en contact des personnes qui auraient besoin des informations que les professionnels ont à donner. Et sachant que ce n'est pas les délégués qui choisissent le thème, c'est les participants. C'est les participants eux-mêmes qui choisissent le thème de la prochaine assemblée plénière. Voilà. On en a une qui est financée par l'ARS, donc au mois de février 2026, sur la santé mentale à Agen. D'accord. Je fais la pub en même temps. Et vous êtes, c'est vous qui êtes chargé de l'organisation ou c'est d'autres délégués régionaux qui... Ah non, on y est tous. D'accord. On y est tous. Donc là, vous êtes en préparation. Tous les délégués participent. Ok. Oui.
Merci pour ce retour sur vos missions. Garance, je me tourne maintenant vers vous sur le fonctionnement du centre des 3 cités à Poitiers aujourd'hui. Vous avez un véritable axe de travail sur justement l'implication des personnes concernées dans les actions que vous proposez dans le centre de santé. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment il fonctionne, revenir sur ces actions qui sont portées par le centre à ce sujet ? Oui, je peux. Le centre de santé des 3 cités, donc quand il a ouvert ses portes en 2015, il était le fruit du travail des habitants et des patients qui avaient envie de s'investir. Et il a évolué au fil des années en gardant ce fonctionnement-là. C'était un des premiers centres sur le département et c'était une des premières expériences de ce type-là en France, en tout cas d'un centre porté par un collectif d'habitants qui se forme en association et qui continue de gérer la structure derrière. Et dans son caractère unique et au cœur de son ADN, il y avait l'idée de comment on préserve ça avec son évolution, avec sa croissance, puisque la structure, elle a grossi. Aujourd'hui, on est une quinzaine de salariés. Il faut entendre que c'est un fonctionnement d'association classique, mais qui va décider globalement d'une stratégie et d'une politique qui va être mise en place, ou en tout cas tenter d'être mise en œuvre dans les actions des salariés au quotidien. C'est l'association qui rédige le projet de santé. Là, il est en rénovation. C'est un groupe d'habitants, d'administrateurs qui vient faire les recherches sur les données de santé, réécrire les axes prioritaires. Alors bien sûr, en fonction de ce que peuvent être les retours des professionnels de l'établissement, mais aussi parce que eux, ils ont pu observer ou constater ou trouver comme données. Donc ça, c'est un premier axe qui est toujours en place. Et puis, c'est poser la question de comment on fait pour pousser ça encore, que cet ADN il ne disparaisse pas dans un fonctionnement associatif un peu classique. Et depuis 2022, on est expérimentateur d'une expérimentation qui s'appelle SECPA, donc Structure d'exercice coordonnée participative. C'est une expérimentation, donc article 51, c'est un type de financement nationaux qui vient financer des innovations en santé sur le territoire pour décider si oui ou non elles peuvent prétendre à une généralisation, en tout cas à une entrée dans le droit commun. Donc on est 26 structures, centres et maisons de santé en France à expérimenter depuis 2022 ces financements qui viennent à la fois répondre à des choses qui avaient déjà été identifiées dans le projet de santé de l'établissement en 2013 et à la fois donner les moyens à la structure d'être encore plus participative, d'être encore plus communautaire. Alors, cette expérimentation, elle va financer de l'humain sur des axes principalement non cotables. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas coter un acte derrière, contrairement à une consultation de médecine générale, on va faire une feuille de soins. Donc, c'est la coordination de la santé participative, la médiation en santé, le travail social, l'interprétariat en santé, l'accueil psychologique, puisque quand l'expérimentation a vu le jour, on n'avait pas encore la possibilité de voir un psychologue si on n'en avait pas les moyens. Donc, comment on fait l'accueil psychologique au sens large aussi, pas que dans une consultation individuelle. Et puis, j'ai dit l'interprétariat en santé. Des temps médicaux dédiés à des actions participatives. Donc ça a permis à la fois de renforcer l'accès aux personnes les plus précarisées et les plus éloignées du soin, de leur permettre des parcours de soins qui sont plus fluides, d'accéder à des publics auxquels nous, on n'avait pas, sur lesquels nous, on n'avait pas de prise, parce qu'en fait, on est un cabinet de médecine de ville. On a beau être en quartier politique de la ville auprès de publics précaires, s'ils viennent pas jusqu'à nous, on n'avait pas jusque-là les moyens d'aller les chercher, d'aller leur demander ce dont ils avaient besoin et d'aller travailler avec eux leur parcours de soins. On parlait tout à l'heure de parler la même langue, mais l'interprétariat en santé, alors il y a l'interprétariat de comment on descend d'un discours médical à un discours entendable par tous, parce que quand même, il n'y a pas plus spécialiste que la médecine pour créer des vocabulaires qu'on ne comprend pas. Mais il y a aussi la question de quand on ne parle même pas la langue. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation à ce qu'on nous propose un interprète. Mais par contre, il y a quand même quelque part dans une éthique de soins la nécessité qu'on comprenne et qu'on ait tous les éléments de compréhension de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de nous arriver, de ce qui potentiellement va nous être proposé en termes de traitement, etc. Donc il y a cet axe-là d'accès concrètement à un parcours de soins fluidifié. Et puis il y a l'accès intégration des publics
dans ce que nous, on va proposer, parce qu'on a l'accès aux soins, mais on a aussi l'éducation thérapeutique, la prévention en santé. Donc on avait des actions de groupe, des actions en lien ou pas avec des acteurs du quartier. Et l'idée, c'est de favoriser l'inclusion des publics. Et de favoriser, on parle dans le titre de la mise en avant de la parole et des savoirs. C'est pas seulement qu'est-ce que vous avez envie de dire, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer aussi. Par exemple, l'année dernière, il y a eu tout un cycle à la demande des usagers. Enfin, ah oui, notre vocabulaire est toujours patient, sinon moi je dis c'est pas beaucoup mieux. Hein. À la demande des bénéficiaires et puis surtout, bon, je vais tous les faire, il fallait pas me les donner. En fait, on travaille beaucoup avec un programme qui s'appelle Bien Vieillir, qui travaille auprès des personnes âgées isolées sur le territoire des Trois Cités, et notamment dans la résidence intergénérationnelle dans laquelle le centre est situé. Et avec ce programme-là, on monte un certain nombre d'ateliers de prévention en santé. Et souvent, ils décident des thématiques et des sujets qu'ils veulent aborder. Et il y a eu la question des émotions, de la gestion des émotions et de comment on travaille autour de la gestion des émotions. Donc, il y a eu un premier atelier qui a été proposé sur cette thématique-là. Et à la fin de cet atelier, il y a une patiente notamment, mais des patients qui se sont intégrés à l'organisation et une patiente qui a dit moi je suis comédienne. Enfin, j'étais comédienne avant et peut-être qu'on peut faire ensemble des scénettes, travailler à travers l'improvisation sur la gestion des émotions. Il y a une autre patiente qui a dit moi je fais beaucoup de méditation, ça m'aide dans ma gestion quotidienne. Et donc les ateliers d'après, ils se sont aussi organisés autour de ça. C'est-à-dire de ce qui a été proposé, de comment on s'en saisit et de comment aussi cette parole, elle passe beaucoup mieux quand elle n'est pas descendante. Et dans le milieu médical, elle est très descendante. Et donc, c'est essayer de favoriser un maximum ce type d'initiative sans forcer les gens à le faire. Parce qu'il y a aussi une grosse incitation des politiques publiques à... Il faut absolument qu'il y ait des personnes accompagnées partout. Il faut absolument qu'on les entende dans chaque conférence. Oui, mais comment on fait ça bien? Comment ça reste leur volonté, leur discours, leurs actions? Et donc, c'est en tout cas les deux axes sur lesquels nous, on travaille aujourd'hui. Et puis, on en reparlera tout à l'heure, mais comment on spécifie les actions aux publics les plus éloignés aussi. Merci pour tous ces éléments. Justement, vous évoquez la question de la barrière de la langue. Vous travaillez beaucoup là-dessus au centre de santé avec un dispositif très intéressant que vous avez mis en place depuis plusieurs années, le dispositif de médiation transculturelle, interculturelle. Je ne sais pas lequel des deux vous utilisez, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce dispositif très intéressant que vous mettez en œuvre sur le centre de santé, mais vous êtes aussi structure référente de ce dispositif vis-à-vis de plein d'autres acteurs qui peuvent aussi utiliser ce dispositif? Alors, Médiation transculturelle 86, c'est un dispositif qui est né en 2021-2022, à peu près en même temps que la mise en place de l'expérimentation SECPA, et qui est financé en grande partie par l'ARS. Au départ, on teste uniquement par l'ARS et puis là, on a diversifié. Il y a aussi la dette qui finance cette année. On a des liens avec la politique de la ville, avec les cités éducatives. Ça va dépendre en tout cas des besoins des acteurs sur le territoire. C'est un dispositif qui n'est pas interne au centre de santé, qui est né en parallèle et qui est né à la base d'un constat croisé de professionnels du social et du médical qu'ils étaient en difficulté dans l'accompagnement des publics migrants, parce qu'en fait, on se rend compte dans les formations initiales des différents métiers de l'accompagnement qu'on ne parle jamais des publics migrants, qu'on ne parle jamais de pluripartialité, qu'on ne parle jamais d'interprétariat et qu'on se dit que ça va se passer exactement pareil avec tout le monde, que la relation duel, elle est entendable et elle est effective avec tous les publics. Or, en fait, on se rend compte au quotidien de l'accompagnement qu'il y a potentiellement des éléments qui peuvent venir à manquer, des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles pour la personne en face qui n'a pas du tout vécu dans un milieu culturel où l'accompagnement, c'est un tête-à-tête avec un travailleur social. Et donc, on a décidé de construire un outil qui existe déjà, qui est né dans les années 90 à Paris, plutôt dans le milieu hospitalier. Donc, on parle de groupe patient, je vous le dirai tout à l'heure, mais en fait, on s'adresse à tous les acteurs de l'accompagnement. Donc, la médiation transculturelle, elle vient de l'ethnopsychiatrie, de Georges Devreux, de Marie-Rose Moreau, de la consultation transculturelle, en tout cas de l'idée
qui se base en tout cas sur le complémentarisme, donc de l'idée que quand il y a une situation, chaque personne va avoir une explication de cette situation. Et que ces explications, même si elles ne sont pas les mêmes, c'est parce qu'on les met en parallèle qu'on arrive à avancer ensemble et à co-construire ensemble. Et qu'en fait, par exemple, on a accompagné on a fait une séance de médiation auprès d'un jeune mineur qui, du coup, était malade, avait une hépatite B, et lui, il n'avait pas de symptômes. Cette maladie, elle lui a été diagnostiquée quand il est arrivé en France. Il avait une difficulté à comprendre et à entendre ce que ça voulait dire que être malade. Et en plus, quand on est venu à expliquer, en tout cas, ce que nous, on disait de cette maladie, ce qu'elle signifiait, quels étaient les traitements, on s'est rendu compte que dans sa langue, foie et cœur, c'est le même mot. Virus, ça n'existe pas. Comment on vient négocier une explication qui fonctionne. Et puis lui, après, il explique que s'il est malade, c'est aussi potentiellement parce que dans sa famille, il est le fils aîné, qu'il y a des enjeux de pouvoir, etc., etc. Là où le discours médical, c'est il y a un virus qui attaque le foie, c'est pas deux discours qui sont en opposition, mais si on les met pas sur la même échelle, on n'arrive pas à avancer ensemble. On va proposer, en tout cas, des choses qui ne vont pas être entendues par l'un et par l'autre. Donc, en tout cas, le dispositif de médiation transculturelle, c'est un outil à destination des professionnels et ce n'est pas un outil à destination des publics. Parce que ça nécessite pour le professionnel de prendre du recul par rapport à sa pratique et à son parcours professionnel et de se dire, OK, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire différemment ? Comment je peux redécouper ce que je suis en train de proposer pour qu'en fait, on arrive à avancer ensemble ? Il y a beaucoup de dispositifs qui vont se baser sur l'idée que c'est à la famille de faire un effort. C'est à la personne qui est accompagnée de se plier à un fonctionnement professionnel et on ne remet jamais en cause ou en question, ou on n'explique même jamais nos codes, nos fonctions et ce qui nous est imposé par notre métier. Et donc c'est l'idée de venir travailler avec le professionnel, ce que lui, il a vu de cette situation, ce qu'il peut proposer, et de venir le confronter à ce que la famille, elle pense de la situation, ce qu'elle peut proposer. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place par rapport à sa lecture de ce qui est en train de se passer ? Et quand on a mis les deux sur le même plan, on peut travailler ensemble à qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant par rapport à ça pour que la situation, elle avance. C'est des séances qui vont durer 3 heures et qui vont réunir 3 groupes. Le groupe patient, je disais tout à l'heure, mais qui est en fait la personne accompagnée et qui elle veut y joindre. Le groupe professionnel, donc tous les professionnels qui travaillent autour de la situation, et le groupe d'animation, qui est composé d'un ou plusieurs animateurs, accompagné d'un médiateur-interprète qui lui va être au centre du dispositif puisqu'il va être à la fois proche culturellement de la personne accompagnée et de préférence avec la même langue maternelle. Ça va être le maillon du groupe. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour sur ce dispositif qui permet finalement de faire, enfin vous le disiez, de faire émerger les concepts et lectures d'une même situation pour assurer vraiment finalement une meilleure prise en charge du public qui va être accompagné. Et c'est finalement l'objectif de tous les membres présents au sein du groupe patient. Je vous remercie tous les trois sur les éléments de présentation sur lesquels vous êtes revenus. Ces démarches, elles fonctionnent, on l'a vu, et elles réussissent à prendre en compte le savoir, la parole des personnes en difficulté. Néanmoins, c'est des démarches qui nécessitent un véritable accompagnement, un vrai accompagnement pour être mis en œuvre. Il y a des personnes qui travaillent là-dessus derrière pour réussir à ce que cette participation, elle soit pas juste une participation, mais qu'elle soit effective. Et donc, par exemple, le CRPA est porté par la FAS Nouvelle-Aquitaine qui dédie des moyens au CRPA pour permettre son action. Et notamment, la FAS accompagne les délégués à travers sur plusieurs plans. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Comment est-ce que la FAS vous accompagne dans vos missions de délégués régionaux ? Sur les formations. Parce que les formations, d'ailleurs on en a une la semaine prochaine, c'est sur la prise de parole, donc lundi et mercredi.
Après, en général, c'est la chargée de mission, donc Valentine, qui s'occupe pour tout ce qui est logistique. Et puis, nous, après, on assure, on fait nos copines, comme on a dit tout à l'heure, voilà. Et est-ce qu'il y a aussi un accompagnement financier sur les frais de déplacement, Oui, un téléphone, je crois, c'est ça? Oui. Ouais, pour vous permettre de mener à bien vos actions. Et comme vous le disiez, des formations, prise de parole, gestion du stress aussi, il me semble. Gestion du stress. La posture aussi. Comment est-ce qu'on anime, comment on représente. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels la FAS vous accompagne. Et Garance, sur cette question de l'accompagnement aux démarches, c'est souvent aussi le travail d'une alliance entre acteurs, ces démarches qui nécessitent d'être accompagnés. Vous, du coup, vous accompagnez d'autres acteurs, notamment sur ce dispositif de médiation interculturelle. Comment est-ce que c'est quoi l'actualité là-dessus et comment vous les accompagnez? Alors, nous, on a fait le choix du coup de s'adresser principalement aux professionnels pour pas faire retomber la charge encore sur les familles qui sont déjà en difficulté. Ce projet, il est né dans un contexte où post-Covid, on parlait tout à l'heure, où quand même, à un moment donné, les chiffres sur l'accès aux soins des publics migrants étaient catastrophiques. Et donc, comment, à un moment donné, on vient dédouaner la charge et essayer de travailler les pratiques professionnelles. Et donc, le principal prisme de l'accompagnement dans le dispositif de médiation transculturelle, aujourd'hui, c'est la formation et la sensibilisation des acteurs. Donc, on fait le tour des différentes structures pour aller leur présenter le projet, pour aller échanger avec eux sur leur situation, pour voir comment, à un moment donné, potentiellement, on peut travailler ensemble pour faciliter, fluidifier les parcours et limiter les ruptures aussi. C'est un outil du lien, la médiation transculturelle. C'est recréer du lien entre les professionnels et les familles, le renforcer, repartir sur de nouvelles bases. Et le deuxième axe, donc, c'est la formation. Nous, on organise depuis le début des formations, soit en lien avec le Centre Babel, qui est un centre de formation référence qui est basé à Paris, soit en lien avec les structures elles-mêmes qui identifient des besoins de formation. Et donc, on va venir travailler c'est quoi le transculturel, c'est quoi les différentes parts thématiques, donc le transculturel dans la scolarité, la petite enfance, dans l'emploi, la santé, c'est quoi l'impact de l'exil aussi sur les familles, sur le développement, les périodes à risque, etc. Toutes ces thématiques-là, elles vont permettre de développer une culture professionnelle commune qui va permettre elle-même une meilleure prise en charge des publics, simplement parce qu'elles vont pousser les professionnels à prendre du recul face aux situations, à remettre en question leurs pratiques professionnelles et donc à plus écouter les familles qui vont être accompagnées. Merci. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. J'avais peut-être une dernière question à vous trois sur les difficultés que vous éprouvez donc pour vous, Caroline et Christian, dans vos missions de délégués régionaux. Est-ce qu'il y a des difficultés et j'aimerais aussi qu'on revienne assez vite sur en retour ce que vous apportent vos missions de délégués. Donc peut-être un petit mot sur les difficultés qui se posent à vous. On l'a un peu évoqué sur notamment le côté très vaste de la région de Nouvelle-Aquitaine. Vous devez beaucoup vous déplacer sur des grandes distances. C'est les finances. Les financements. Les financements. La plus grosse difficulté, c'est ça. La plus grosse difficulté, c'est ça. C'est celle-là. D'accord. Et après, il me semble aussi qu'on avait discuté du fait que c'est parfois difficile de renouveler les équipes du CRPA, d'aller chercher des nouveaux délégués régionaux. C'est pour ça qu'on demande de pouvoir intervenir dans d'autres structures, parce qu'il y a énormément de structures où on n'est pas connu. Les gens ne savent même pas ce qu'est le CRPA. Et nous, quand on intervient dans ces structures, c'est pour donner à ces personnes, leur dire, voilà, regarde, nous on est là, mais tu peux agir toi aussi, hein, et viens vers nous et tu es capable. Oui. Et vous êtes une figure aussi de père qui peut leur donner confiance et leur montrer que voilà c'est... On fait du aller vers. Ouais. Voilà. D'accord. Et je pensais juste à ça par rapport au renouvellement justement du mandat. Il me semble que la FAS a mis en place un nouveau statut pour permettre
à des personnes qui souhaiteraient rejoindre le CRPA de rejoindre en tant qu'observateur, c'est ça? Alors, membre actif. Ouais, c'est le statut de membre Voilà. actif. Alors nous, on les a pendant en général 1 an. On leur dit que c'est des apprentis. Ils sont apprentis. Et ils vous suivent dans vos actions? Oui, ils nous suivent partout. Et ils sont comme ils ont le rôle d'un délégué plus approfondi. Et au bout d'1 an, s'ils veulent se présenter en tant que délégués, ils peuvent. Mais c'est pas une obligation, ils peuvent continuer au cas où si une année ne leur a pas suffi d'apprentissage, ils peuvent refaire sur une autre année. Merci. Parce qu'à l'époque, moi, quand je me suis présenté, il y a 4 ans et demi, il fallait avoir assisté au moins à 3 plénières. D'accord. Il y avait des conditions supplémentaires. Et vous pouviez vous présenter. Mais en 3 plénières, vous ne savez pas ce qu'est le CRPA. Vous savez pas ce qu'est le rôle d'un délégué. Vous n'êtes pas de l'autre côté dans non, vous êtes élu délégué tout d'un coup. Et on dit, tiens, mardi 18, on part à Pétauschnock présenter le CRPA. Ok. On ne sait pas. Tandis que là, ils font 1 an de formation. Oui, et ça marche mieux et j'ai l'impression que il y a des gens s'ils ne veulent pas se intéressés. présenter au bout de cette année-là, ils peuvent continuer. Ouais. Voilà. Ok, ce que disait. Merci. Et maintenant, sur le plan des plus positifs, qu'est-ce que vous avez l'impression que vous apporte le CRPA à votre échelle? Est-ce que quel est l'apport pour vous d'être délégués régionaux? Et alors, moi, le CRPA m'a apporté beaucoup de choses, surtout par la période que j'ai vécue et tout, chaotique et tout. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai accompagné des personnes qui en avaient vraiment besoin. J'ai pu les orienter vers les CCAS, la mairie, voilà. Et d'autant en plus que maintenant, j'ai monté mon association, dont je suis la présidente. Bravo, félicitations. Voilà. C'est quoi le nom de cette association? L'association, c'est l'estime de soi et le bien-être. Estime de soi et le bien-être. D'accord, merci. Et vous, Christian, une petite phrase? Oui. C'est difficile. Je comprends. Vous avez remarqué. Moi déjà, ça m'a rendu ma fierté d'être un homme, d'être un être humain, un citoyen. Comme j'ai la rage au corps, ça m'a donné la rage de vivre. D'accord. Merci. Et après, je vais vous dire juste une petite conclusion pour les politiques. Mandela l'avait dit. Ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous. Oui, tout à fait. Merci. Garance, sur le plan des difficultés qui peuvent se poser très rapidement dans le cadre de ces démarches et les ressources, peut-être mobilisation des acteurs, que vous voulez dire un mot? Je pense que la difficulté, c'est de ne pas tomber dans la facilité, c'est à un moment donné, dans le quotidien et notamment dans l'établissement de santé où on est régulièrement sous une pression de demande de rendez-vous classique, de comment on ne tombe pas dans la facilité d'oublier les patients dans ce qu'on peut proposer et mettre en place et continuer de créer des espaces d'échange et de dialogue, des groupes de parole par pathologie, comment à un moment donné on continue de mettre en avant ces échanges de savoir et de pratique et de parole et que ça continue de vivre et de perdurer sans que le quotidien prenne le pas sur ces espaces. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés et d'avoir suivi ce webinaire. On arrive à la fin. Il y aura un enregistrement qui sera disponible sur notre site internet avec un article de restitution du webinaire. On vous fera suivre tous ces éléments. On va aussi vous transmettre très rapidement un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire. Et en attendant, on souhaitait vous dire qu'en 2026, on va continuer et poursuivre ce travail sur la prise en compte de la parole et du savoir des personnes en situation de précarité. On vous en fera savoir plus. Et en attendant, si vous le souhaitez, on a aussi des ressources existantes sur notre site internet, notamment un cycle de webinaires
du réseau des centres de ressources politiques de la ville qui a été fait en 2025 sur cette question de la participation. Et un autre cycle de webinaires va également être fait par le RNCRPV en 2026. Donc on vous fera suivre tout cela sur notre site internet. Je vous remercie toutes et tous encore une fois et je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci. Merci.